Je m'appelle Charles. J'ai 32 ans, et toute ma famille est venue chez moi, non pas pour une visite, mais pour exiger que je renonce à l'œuvre de ma vie pour sauver mon frère prodige de la ruine. Avant de vous raconter le moment où leurs mâchoires sont tombées, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. L'air dans mon atelier était lourd de l'odeur du chêne fraîchement coupé et d'autres choses. Le désespoir. Ce n'était pas le mien. Il émanait de ma famille par vagues. Mon père, Richard, se tenait au centre de la pièce, son costume chair semblant complètement déplacé sur fond de mes tours et de mes scies. Son visage, habituellement figé dans un masque de déception sévère quand il me regardait, était maintenant gravé d'une panique brute et laide. Mon frère Marcus, le génie financier de la famille, était affalé sur une chaise que j'avais construite de mes propres mains. Il ne pouvait même pas me regarder. Il fixait simplement la sueur sur le sol comme si elle détenait les réponses de l'univers. Sa femme, Sophia, se tenait derrière lui, les bras croisés, ses ongles parfaitement manucurés tapant un rythme frénétique contre son chemisier en soie. Ma mère, Hélène, était positionnée à côté de mon père, les yeux rougis, passant de moi à mon père comme un animal acculé. Et puis il y avait moi et ma femme Éléanore. Nous nous tenions ensemble près du grand établi qui était le cœur de mon atelier. Mon père a fait glisser un épais dossier en manille sur l'établi. Le son a traversé le silence tendu comme un coup de feu. « Charles » a-t-il dit, sa voix tendue, essayant de paraître autoritaire, mais échouant lamentablement. « Nous n'avons pas le temps de jouer. C'est tout ce dont ton frère a besoin. Tu n'as qu'à signer. » Je n'ai pas touché le dossier. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était un contrat pour vendre cet atelier, cette terre, le seul endroit où je m'étais jamais senti vraiment moi-même. La terre qui appartenait à la famille de notre mère depuis des générations, qui m'a été donnée parce que j'étais le seul à m'en être jamais soucié. Je t'ai déjà donné ma réponse, ai-je dit, ma voix basse et stable. J'étais surpris de mon calme. À l'intérieur, une tempête faisait rage. Ta réponse est inacceptable, a tonné mon père, son sang-froid finissant par craquer. La famille, c'est tout, Charles. Ne comprends-tu pas ça? Marcus a fait une erreur. Une grosse. Mais c'est ton frère. Tu as un devoir. Un devoir. Le mot flottait dans l'air. Lourd et suffocant. Toute ma vie avait été mesurée à l'aune de Marcus. Ses notes stellaires, son diplôme d'une université de l'Ivy League, son emploi très bien payé à Wall Street. Et ma vie. Ma passion pour le travail du bois était considérée comme un passe-temps. Mon choix de vivre une vie plus simple était une source constante d'embarras pour eux. La famille ne se traite pas de la manière dont vous nous avez traités, ai-je dit, regardant le visage furieux de mon père puis celui pathétique de mon frère. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il semblait réaliser que crier ne fonctionnerait pas. Il a tourné son attention, toute la force de sa pression parentale, vers la seule personne qu'il pensait être le maillon faible. Éléanore, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'un paternalisme condescendant. Fais entendre raison à ton mari. Tu es une fille intelligente. Tu dois comprendre la gravité de cette situation. Éléanore, qui était restée silencieuse tout ce temps, a fait un seul pas en avant. Elle était calme, ses mains jointes lâchement devant elle. Elle a regardé mon père droit dans les yeux. Un petit sourire, presque imperceptible, a touché ses lèvres alors qu'elle parlait, sa voix claire et tranchante. Je pense qu'il y a eu un malentendu majeur ici, Richard. Tout s'est arrêté. La façon dont elle a prononcé son nom, sans le respectueux, Monsieur Blair, ni même, papa, a envoyé une onde de choc dans la pièce. Mon père la regardait, totalement sans voix. Et à ce moment-là, l'histoire de comment nous en sommes arrivés là, à ce point de rupture, a commencé à se rembobiner dans mon esprit. Tout a commencé il y a 5 ans à un mariage. Notre mariage. 5 ans plus tôt, la journée était censée être parfaite. Et à bien des égards, elle l'était. Éléanore et moi nous sommes mariés ici même, sur cette terre, à l'ombre d'un immense chêne ancien dont les branches semblaient tenir le ciel juste pour nous. Nous ne voulions pas d'une affaire guindée et coûteuse. Nous voulions quelque chose qui semblait réel, qui nous ressemblait. Nous avions des bottes de foin pour les sièges, des fleurs sauvages dans des bocaux maçonnes, et un barbecue qui dégageait de délicieuses odeurs dans l'air. Nos amis étaient là, riant, dansant, célébrant notre amour. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Et puis est venu le temps du discours du témoin, mon frère Marcus.
Il s'est levé, tapotant une flûte de champagne avec une cuillère, un sourire suffisant déjà sur ses lèvres. Il était dans son élément, au centre de l'attention. Il était beau dans son costume sur mesure, un contraste frappant avec ma simple chemise en lin. À Charles et Éléanore, a-t-il commencé en levant son verre. La foule a acclamé. Je dois admettre que lorsque mon petit frère m'a dit qu'il se mariait, j'ai été surpris. J'ai toujours pensé que son seul véritable amour était un bloc de bois. Quelques rires épars et mal à l'aise ont parcouru son côté de la famille. Mes amis sont restés silencieux. Mais ensuite j'ai rencontré Éléanore, et j'ai compris. Elle est terreuse. Il a dit le mot comme si c'était quelque chose que l'on trouverait sous sa chaussure. J'ai senti la main d'Éléanore se resserrer dans la mienne. Je l'ai regardée et elle m'a fait un petit sourire rassurant, mais je pouvais voir la blessure dans ses yeux. C'était une brillante scientifique de l'environnement, une femme qui pouvait nommer chaque arbre et oiseau de cette propriété, qui se sentait plus chez elle dans la nature que n'importe où ailleurs. Pour Marcus, cela signifiait simplement qu'elle était pauvre comme la terre et peu sophistiquée. Il n'avait pas fini. Ils sont un couple parfait. Vraiment, a-t-il poursuivi, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ils jouent dans la boue. Elle joue dans la boue. Je me souviens quand nous étions enfants, Charles construisait toujours des choses. Des petits forts, des cabanes dans les arbres de travers. Moi, j'étais occupé à construire un portefeuille d'actions avec mon argent de poche. Plus de rire de ses comparses. Mais bon, à chacun son truc. Je suppose que certains d'entre nous sont destinés à bâtir des empires et d'autres à construire des nichoirs. L'humiliation était une chose physique. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. J'ai regardé mes parents. Ma mère, Hélène, souriait faiblement, essayant de prétendre que tout cela n'était qu'une taquinerie bon enfant. Mon père, Richard, avait une expression que je ne connaissais que trop bien. C'était un mélange de déception et de résignation. Le regard qui disait, voilà ce que je dois supporter, mon fils raté. Quand ce fut au tour de mon père de parler, ce fut encore pire. Il s'est raclé la gorge, évitant mon regard. Eh bien, a-t-il commencé. Charles a toujours été unique. Il a choisi un chemin plus simple. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Éléanore, tout le meilleur dans leurs entreprises. Cela ressemblait plus à un éloge funèbre pour mes ambitions qu'à un toast de mariage. Quand ils se sont finalement assis, l'air était lourd de gêne. Mon ami Ben s'est penché et a chuchoté, « Waouh, ta famille craint vraiment, mec. » Je ne pouvais même pas être en désaccord. Plus tard dans la nuit, alors que nous dansions sous les guirlandes lumineuses, Éléanore a posé sa tête sur mon épaule. « Ne les laisse pas t'atteindre, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, ai-je dit en la serrant plus fort. Je suis désolé, Ellie. Je suis tellement désolé. Elle s'est reculée et m'a regardé dans les yeux, son regard féroce. Ne t'excuse jamais pour eux ou pour nous. Ce que nous avons est réel. Solide. C'est du chêne, a-t-elle dit en tapotant ma poitrine. Eux, ce ne sont que des panneaux de particules. J'ai ri, un vrai rire sincère qui a brisé la tension. Elle avait raison. Mais même en la tenant, j'ai porté un toast silencieux. À la famille, pensais-je, avec une amertume qui m'a surpris, et à l'apprentissage de qui est vraiment là pour vous quand ça compte. Je n'avais juste aucune idée à quel point ça allait bientôt compter. Avance rapide de 3 ans. Le souvenir du mariage s'était estompé en une douleur sourde, un rappel constant de ma place dans la hiérarchie familiale. Marcus et sa femme Sophia organisaient une fête d'été dans leur immense et stérile manoir des Hantons. Nous étions, bien sûr, censés y assister. Refuser aurait provoqué une guerre familiale, et honnêtement, j'étais trop fatigué pour me battre. J'ai passé une semaine à fabriquer le cadeau de pendaison de crémaillère parfait pour eux. C'était une petite table basse faite d'un magnifique morceau de bois de cerisier de récupération, avec des joints en queue d'aronde complexes et une finition si lisse qu'elle semblait être de la soie. J'en étais fier. C'était un morceau de mon âme. Nous sommes arrivés et l'endroit ressemblait à un plateau de cinéma. Des gens en vêtements de marque sirotant du champagne, se faisant la bise, leur rire sonnant cassant et faux. Sophia, une influenceuse des médias sociaux dont toute la vie était une performance soigneusement orchestrée, nous a accueillis à la porte. Charles, Éléanore, si heureuse que vous ayez pu venir, a-t-elle dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Elle a jeté un coup d'œil à la table dans mes mains. Oh, qu'est-ce que c'est?
Comme c'est rustique. Elle me l'a prise comme si elle était contaminée, la tendant à un membre du personnel de restauration. Mettez ça quelque part à l'arrière. Peut-être sur la terrasse, a-t-elle instruit avant de tourner son attention vers un couple d'apparence plus riche derrière nous. J'ai vu où le traiteur l'a mise, rangée dans un coin de la vaste terrasse, à côté d'une poubelle. Toute la soirée a été une masterclass de condescendance. Marcus m'a promené devant ses copains de la finance comme un bouffon de la cour. Voici mon petit frère, Charles, disait-il avec un soupir théâtral. C'est l'artiste de la famille. Il travaille avec ses mains. Pouvez-vous imaginer? L'un de ses amis, un type avec une queue de cheval gominée, m'a même tapoté l'épaule. Bien pour toi, mec. Quelqu'un doit bien faire le vrai travail, non? Il l'a dit avec un sourire narquois qui m'a donné envie de le frapper. Eleanor, que Dieu la bénisse, a fait de son mieux. Elle a tenté de converser, mais ses histoires sur un nouveau projet de régénération des sols qu'elle menait ont été accueillies par des regards vides et des hochements de tête polis et dédaigneux. Il ne se souciait pas de la terre. Il ne se souciait que de ce qui pouvait en être extrait pour le profit. Le point culminant est arrivé lorsque nous étions tous réunis dans le salon. Marcus tenait le crachoir, se vantant d'un investissement récent qui lui avait rapporté un énorme bénéfice. Tout est une question de prévoyance, a-t-il déclaré en bombant le torse. Il faut savoir quelles entreprises sont des dinosaures prêts à s'effondrer et lesquelles sont l'avenir. Il a ensuite tourné son regard directement vers moi. En parlant de dinosaures, comment va le petit business de sculpture sur bois, petit frère? Toujours à jouer dans la terre? La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Mon visage brûlait. Pendant une seconde, je n'ai rien trouvé à dire. Ma vieille peur, celle qui me chuchotait que j'étais un échec, que mon père avait raison, que Marcus avait raison, criait dans mes oreilles. Mais alors, la voix d'Eleanor a percé le silence, fraîche et claire. Au moins, nous dormons bien la nuit, Marcus, a-t-elle dit, en prenant une gorgée calme de son eau. Sans nous soucier du fonds de pension de qui on vient de jouer. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Marcus est passé de suffisant à furieux en une fraction de seconde. Sophia a halté de façon dramatique. Ma mère a lancé à Eleanor un regard qui aurait pu faire tourner le lait. C'était la première fois que quelqu'un ripostait. Le premier coup de feu tiré dans une guerre que je ne savais même pas que nous menions. Plus tard, alors que nous partions, ma sœur cadette, Laura, m'a pris à part. Elle était la seule de la famille qui semblait exister dans la zone neutre. Et, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. C'était intense. Mais elle n'a pas tort de s'inquiéter. J'entends des choses. Sois prudent, Charles. Je pense que Marcus est enfoncé plus qu'il ne le dit. Son avertissement était vague, mais il a planté une graine d'inquiétude. Alors que nous nous éloignions de ce manoir sans âme, laissant ma belle table artisanale derrière dans le noir, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que mon frère ne construisait pas un empire. Il construisait un château de cartes. Et le vent commençait à se lever. Une autre année s'est écoulée. La distance entre ma famille et moi s'est creusée. Nous avons cessé d'être invités aux fêtes chics, ce qui était un soulagement. La seule communication que nous avions était des appels téléphoniques guindés pour les fêtes et des SMS passifs-agressifs occasionnels de ma mère demandant pourquoi nous ne venions jamais. Il était clair que le commentaire d'Eleanor à la fête nous avait mis sur liste noire. Nous avions dit une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre, et pour cela, nous avons été bannis. La vie à l'atelier, cependant, était meilleure que jamais. Je recevais des commandes d'architectes et de designers qui appréciaient mon travail. Eleanor était profondément impliquée dans ses recherches, passant de longues heures dans son petit laboratoire à l'arrière de notre propriété, un endroit que personne dans ma famille ne connaissait même. Il supposait simplement qu'elle était une simple jardinière. Nous nous construisions une vie tranquille et solide basée sur des choses qui comptaient pour nous. Puis, un mardi après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. C'était Laura. Sa voix tremblait. « Charles, es-tu seul ?» a-t-elle demandé, ses mots précipités. « Oui, je suis à l'atelier. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» ?»« Tu as l'air effrayé. »« Je suis effrayé, » a-t-elle dit. Et je l'ai entendu prendre une respiration tremblante. « C'est à propos de Marcus. »« C'est grave. Vraiment grave. » Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. « Que veux-tu dire par grave ? Comme s'il avait perdu de l'argent ?
Elle a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. De l'argent? Charles, il est ruiné. J'étais chez maman et papa hier soir. Ils pensaient que je dormais, mais je les ai entendus parler. Marcus, il a tout perdu. Pas seulement son argent, l'argent de ses clients. Papa parlait de responsabilité légale. Il a mentionné que Marcus avait fait un énorme pari à fort effet de levier contre une nouvelle entreprise de technologie, et ça a explosé. Mon esprit est revenu à son discours arrogant à la fête. Il faut savoir quelles entreprises sont des dinosaures, prêtes à s'effondrer. Il avait été si sûr de lui. Pourquoi me dis-tu ça, Laura? Ai-je demandé, ma main se resserrant sur le téléphone. Parce qu'ils vont venir te voir, a-t-elle chuchoté frénétiquement. Papa a dit. Papa a dit que tu étais le seul avec un véritable atout. Il parlait de la terre, Charles. Ta terre. Il a dit que tu le devais à la famille. L'audace pure et simple de la chose m'a coupé le souffle. Pendant des années, il s'était moqué de cette terre, s'était moqué de ma vie. Et maintenant que leur fils prodige avait échoué, ils la voyaient comme leur salut, comme quelque chose auquel ils avaient droit. Il ne peut pas être sérieux, ai-je marmonné, plus pour moi que pour elle. Il l'est, a-t-elle insisté. Maman est anéantie. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas la faute de Marcus, que le marché a été manipulé. Ils sont dans un déni complet, mais ils sont aussi désespérés. Ils parlent de vendre leur maison, mais ça ne suffira pas. Marcus doit des millions. Il te voit comme la seule issue. Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan de son appel. C'était ma mère. Laura, à qui parles-tu? Je dois y aller, a balbutié Laura, et la ligne s'est coupée. Je suis resté là, dans le silence de mon atelier. Le son de la pluie tambourinant sur le toit en tôle. La graine d'inquiétude que Laura avait plantée un an auparavant venait de germer en une vigne épineuse et monstrueuse, et elle s'enroulait autour de ma gorge. Ils arrivaient. Après des années de négligence et de ridicule, ils venaient exiger que je sacrifie mon monde pour sauver le leur. Et je n'avais aucune idée que la vérité de la situation était 100 fois plus compliquée et 1000 fois plus satisfaisante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cette petite entreprise de technologie contre laquelle il a parié. À ce moment-là, je n'avais toujours aucune idée de ce que c'était. Mais j'étais sur le point de le découvrir. La convocation est arrivée 2 jours plus tard. Un appel de ma mère, sa voix artificiellement enjouée. Charles, mon chéri, nous avons une réunion de famille dimanche. Un brunch. Il est très important que toi et Eleanor soyez tous les deux présents. Ce n'était pas une demande. C'était un décret royal. Nous savions de quoi il s'agissait. Nous avons passé les jours suivants dans un état de terreur silencieuse. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, a dit Eleanor un soir, en regardant mon visage tendu. Si, nous le sommes, ai-je répondu en secouant la tête. Si je ne les affronte pas maintenant, ils se pointeront ici. Je dois le faire sur leur territoire. Puis leur faire comprendre que c'est la dernière fois. Le dimanche est arrivé, gris et couvert, assorti à mon humeur. La maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, me semblait étrangère et hostile. L'air à l'intérieur était si lourd de tension qu'il en était presque une présence physique. Marcus et Sophia étaient déjà là, semblant avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Mon père faisait les 100 pas devant la cheminée. Ma mère se tordait les mains sur le canapé. Il n'y avait pas de brunch. Dès que nous nous sommes assis, mon père a lancé son attaque. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a juste lâché la bombe. Marcus est au bord de la ruine financière, a-t-il annoncé comme si c'était une nouvelle pour moi. Suite à une série d'événements de marché malheureux et imprévus, il se trouve dans une position précaire. Imprévu, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Ou juste incroyablement stupide. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs de colère. Ce n'est pas le moment pour ton ressentiment enfantin, Charles. C'est une crise familiale. Un certain nombre de clients de Marcus, de bons amis à moi, je pourrais ajouter, ont perdu toutes leurs économies de retraite. Il y a une menace très réelle de poursuite judiciaire. Un avocat est déjà impliqué. Marcus pourrait perdre sa licence. Il pourrait même faire face à la prison. Ma mère a commencé à pleurer doucement dans un mouchoir. Mon fils, un criminel, sanglotait-elle. Comment cela a-t-il pu arriver?
Sophia, de son côté, était une statue de fureur silencieuse, fusillant Marcus du regard comme si elle souhaitait qu'il s'enflamme spontanément. Le potentiel d'un divorce très public et très désordonné émanait pratiquement d'elle. Puis mon père s'est tourné vers moi, son regard me clouant à ma chaise. Il y a, cependant, une solution, a-t-il dit, sa voix baissant à un ton conspirateur. Une solution élégante. La terre que ta grand-mère t'a laissée a été évaluée. Sur ce marché, elle vaut une petite fortune. Assez pour couvrir les pertes de Marcus et dédommager ses clients. Je l'ai regardé, mon sang se glaçant. Il l'a dit si facilement, si nonchalamment, comme s'il me demandait de passer le sel, comme si ma maison, mon entreprise, toute ma vie n'était qu'une ligne sur son bilan personnel, prête à être liquidée. Non, ai-je dit. Le mot était silencieux, mais il a résonné dans la pièce silencieuse. Que as-tu dit, a demandé mon père, l'incrédulité colorant ses traits. J'ai dit non, ai-je répété, plus fort cette fois. Je me suis levé. Absolument pas. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir sans valeur parce que j'ai choisi cette voie. Et maintenant, vous voulez tout réduire en cendres pour réparer son gâchis, le bâtisseur d'empire? J'ai fait un geste vers Marcus, qui a tressailli. Il ne s'agit pas de tes sentiments, a rugi mon père, son visage devenant rouge et tacheté. Il s'agit du nom de la famille. Il s'agit de l'avenir de ton frère. Pense à ses enfants, à leur fonds d'études. Il aurait dû y penser avant de jouer avec l'argent des autres, ai-je rétorqué, ma propre colère finissant par déborder. C'est son gâchis. Il peut le nettoyer. Ma mère s'est levée alors, ses yeux suppliants. Charles, s'il te plaît. C'est ton frère. Nous sommes ta famille. Nous te supplions. C'est juste un lopin de terre avec une cabane dessus. Ce que tu fais est un passe-temps. C'est sa vie. Son vrai salaire. Sa carrière. Un passe-temps. Après toutes ces années, c'est tout ce que c'était pour eux. Tout mon travail acharné, mon art, ma sueur et mes sacrifices. Un passe-temps. Un déclic s'est produit en moi. La partie de moi qui avait toujours désiré leur approbation, qui avait toujours ressenti la piqûre de leur déception, est tout simplement morte. Je n'ai plus rien à dire, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Nous partons. Je me suis tourné vers Eleanor. Allons-y, alors que nous marchions vers la porte, la voix de mon père, tremblante de rage, nous a suivis. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour reprendre tes esprits. N'ose pas tourner le dos à cette famille, Charles. N'ose pas, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste fermé la porte derrière moi, les enfermant, eux et toutes leurs attentes toxiques, à l'extérieur. Le trajet de retour s'est fait en silence. L'intérieur de notre petit camion était une bulle de calme dans un monde qui venait d'exploser. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mon esprit était un tourbillon chaotique de colère, de blessures et d'un étrange sentiment de clarté libératrice. Eleanor n'a pas insisté pour que je parle. Elle a juste posé sa main sur mon genou. Un simple geste d'ancrage qui disait tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis là. Je suis avec toi. Nous sommes dans le même bateau. Quand nous sommes finalement arrivés à notre maison, j'ai coupé le moteur, mais je n'ai pas bougé pour sortir. Je suis resté assis là, regardant mon atelier à travers le pare-brise. Ce n'était pas juste un bâtiment. C'était un sanctuaire. C'était la manifestation physique des choix de ma vie. Chaque poutre, chaque outil accroché au mur, chaque cicatrice dans le plancher en bois racontait une histoire de qui j'étais. Et il voulait le démolir pour lui. Il ne me voit vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je dit, la voix rauque. Après tout ce temps, il me regarde et il ne voit rien de valeur. Ils ne te voient pas parce qu'ils n'ont jamais essayé de regarder, a dit doucement Eleanor. Ils te voient comme un reflet d'eux-mêmes. Et parce que tu n'es pas une image miroir de ce qu'ils valorisent l'argent, le statut, le pouvoir, ils pensent que tu as un défaut. Mais c'est leur cécité, Charles, pas ton défaut. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais entendre la vérité et la ressentir dans ses os sont deux choses différentes. Une vie de conditionnement est difficile à ébranler. Une partie de moi, un petit enfant blessé à l'intérieur, tressaillait encore à la colère de mon père, ressentait encore la piqûre de la déception de ma mère. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé, me tournant enfin pour la regarder. Ses yeux étaient clairs et résolus.
Tu sais déjà ce que tu dois faire. La question est, de quoi as-tu peur? J'y ai réfléchi un long moment. J'ai peur, ai-je admis, les mots ayant un goût de cendre. Que si je coupe les ponts, si je dis non pour de bon, je serai complètement seul. Qu'ils auront enfin la preuve que je suis le fils égoïste et sans valeur qu'ils ont toujours pensé que j'étais. Eleanor a tendu la main et a pris mon visage dans ses mains, son contact doux mais ferme. Tu ne seras jamais seul. Tu m'as. Tu as Ben. Tu as une vie que tu as construite de tes propres mains. Et tu n'es pas égoïste de la protéger. Tu n'es pas égoïste de refuser d'être incendié pour les garder au chaud. Ils ont fait leur choix. Charles, Marcus a fait les siens. Maintenant, tu dois faire les tiens. Ces mots étaient comme un vent vivifiant, dissipant le brouillard de culpabilité et d'obligation de mon esprit. Elle avait raison. Ce n'était plus seulement une question de lopin de terre. C'était une question de mon âme. C'était une prise de position pour ma propre vie, pour la valeur de mon travail, pour la famille qu'Eleanor et moi avions construite ensemble. Ce soir-là, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai appelé mon meilleur ami Ben et je lui ai tout raconté. Sa réponse a été immédiate et grossière, mais c'est terminé par « dis-leur d'aller au diable ». Je te soutiens à 100%. Deuxièmement, j'ai appelé mon père. Il a décroché à la première sonnerie. « Charles, as-tu repris tes esprits ?» a-t-il demandé, sa voix tendue d'anticipation. J'ai pris une profonde inspiration. Mes esprits sont parfaitement clairs, papa, ai-je dit. Ma voix est aussi stable que le chêne devant ma fenêtre. Je t'appelle pour te donner ma réponse finale, afin qu'il n'y ait aucune confusion. La réponse est non. Je ne vendrai pas ma maison ni mon entreprise pour renflouer Marcus. Ce n'est pas négociable. C'est la dernière fois que je le dirai. Il y a eu un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis un son bas et guttural de pure rage. Tu le regretteras, a-t-il sifflé. Tu n'es plus mon fils. Il a raccroché violemment. Je suis resté là, la tonalité bourdonnant à mon oreille. Ça faisait mal. Ça faisait plus mal que je ne l'aurais cru. Mais sous la douleur, il y avait autre chose. Une fondation, solide, inébranlable. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas cédé à leur volonté. Je ne m'étais pas brisé. Les jours qui ont suivi l'appel téléphonique ont été étrangement calmes. Une guerre froide avait officiellement commencé. Pas de textos de colère, pas de messages vocaux suppliants, juste un silence lourd et oppressant. C'était le genre de silence qui précède une tempête. Et ça me mettait sur les nerfs. J'avais du mal à me concentrer à l'atelier. Mes mains semblaient maladroites, mon esprit rejouant cette dernière conversation horrible avec mon père. Je ponçais un morceau d'érable, essayant de me perdre dans le rythme du travail, quand Eleanor est entrée dans l'atelier. Elle tenait 2 tasses de café, et elle avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était un mélange de détermination et d'autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à lire. « Je pense qu'il est temps que tu connaisses toute l'histoire », a-t-elle dit en me tendant une tasse. J'ai arrêté ce que je faisais. Confus. Toute l'histoire sur quoi? Sur moi, a-t-elle dit simplement. Sur mon travail, sur ce que je fais réellement dans ce petit laboratoire toute la journée. J'avais toujours respecté la vie privée d'Eleanor. Je savais qu'elle était une scientifique, qu'elle faisait de la recherche et qu'elle consultait parfois pour des institutions universitaires. Elle avait publié quelques articles dans des revues que je ne comprenais pas. Je pensais juste que c'était sa passion, un peu comme le travail du bois était la mienne. Je n'ai jamais insisté. Elle m'a conduit à l'établi et a sorti son ordinateur portable. Tu sais, mon domaine est la science des matériaux avec un accent sur les polymères durables, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Eh bien, depuis 6 ans, je travaille sur quelque chose. Une nouvelle façon de traiter le bois. Pas seulement une finition de surface, mais une infusion au niveau cellulaire. Ça rend n'importe quel type de bois incroyablement solide, résistant au feu et aux intempéries, tout en étant complètement non toxique et biodégradable. Elle m'a montré des graphiques, des diagrammes, des modèles 3D. C'était bien au-dessus de ma tête, mais je pouvais en saisir l'essence. C'était révolutionnaire. D'accord, ai-je dit lentement. C'est incroyable, Ellie. Mais pourquoi me dis-tu ça maintenant? Elle a pris une profonde inspiration. Parce que ce n'est plus seulement de la recherche, Charles.
Il y a 2 ans, j'ai obtenu un financement d'amorçage d'une société de capital risque spécialisée dans les technologies vertes. J'ai fondé une entreprise. Elle s'appelle Timberforge Innovation. Le nom me semblait vaguement familier. J'étais sûr de l'avoir vu mentionné dans un magazine de design quelque part. L'entreprise a fonctionné en mode discret, a-t-elle poursuivi. C'est pourquoi j'ai été si silencieuse à ce sujet. Nous avons perfectionné la formule et déposé des brevets. Nous avons maintenant 17 brevets, nationaux et internationaux. Notre dernière valorisation, il y a 6 mois, était de 50 millions de dollars. Je la regardais fixement, la tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. 50 millions de dollars. Ma femme brillante, humble, Terrax Engravter était la fondatrice d'une entreprise de 50 millions de dollars. Mon esprit vacillait. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? La question est sortie comme un murmure. Ce n'était pas accusateur, juste rempli d'un choc authentique et vertigineux. Parce que je ne voulais pas de ça, a-t-elle dit, en faisant un geste vague vers le monde extérieur à notre bulle paisible. Je ne voulais pas que l'argent nous change. Je ne voulais pas que ta famille te voie soudainement différemment à cause de mon succès. Je voulais que ce que nous avons soit à propos de nous, de la vie que nous avons construite, pas de l'argent que nous avons. Je voulais que ton succès avec ton art soit le tien, pas éclipsé par ça. Mais maintenant ils nous ont poussés. Ils ont franchi une ligne. Elle m'a regardé, ses yeux cherchant les miens. Ils sont sur le point de faire la plus grosse erreur de leur vie, Charles. Ils pensent qu'ils viennent pour un simple menuisier. Ils n'ont aucune idée qu'ils cherchent la bagarre avec Timberforge. Et ils n'ont aucune idée de qui possède réellement cette terre. La révélation d'Eleanor a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, illuminant la pièce sombre et confuse dans laquelle je tâtonnais. La peur et la culpabilité qui me rongeaient ont été remplacées par une montée d'adrénaline et un sentiment de colère juste et protectrice. Il ne venait plus seulement pour moi. Il venait pour elle, pour l'œuvre de sa vie. Et il ne le savait même pas. Le silence oppressant de ma famille a pris fin quelques jours plus tard. Il a été rompu par une lettre d'aspect officiel arrivée par coursier. Elle provenait d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, un cabinet chic avec une adresse en ville. C'était essentiellement une mise en demeure. Elle déclarait que, compte tenu des circonstances familiales désastreuses et de mon obligation morale et familiale, je devais coopérer à la vente de la propriété située à mon adresse. Elle me donnait une date limite, 1 semaine. Après cela, elle laissait entendre qu'il serait contraint d'explorer toutes les voies légales pour obtenir une résolution. Obtenir une résolution? J'ai lu la ligne à haute voix à Eleanor, ma voix dégoulinant d'incrédulité. Il menace de me poursuivre en justice. Pour me forcer à vendre ma maison. Eleanor a lu la lettre par-dessus mon épaule, son expression indéchiffrable. C'est une tactique d'intimidation, a-t-elle dit calmement. Leur avocat sait qu'ils n'ont aucune base légale, mais il parie que vous ne le savez pas. Il parie qu'ils peuvent vous intimider pour que vous cédiez. Ça ne marchera pas, ai-je dit, une nouvelle dureté dans ma voix. Je sais, a-t-elle répondu. C'est pourquoi nous avons besoin de notre propre avocat. Le lendemain, nous avons rencontré un homme nommé Léonard Miller. Ce n'était pas un avocat de la ville au style impeccable. C'était un gars de petite ville avec un esprit vif et une attitude pragmatique, recommandé par l'un de mes clients. Nous nous sommes assis dans son modeste bureau, l'odeur de vieux livrets de café infusée dans l'air, et nous avons exposé toute l'histoire, du discours de mariage à la lettre de menace. Nous lui avons également parlé de Timberforge Innovation. Pendant que nous parlions, Miller écoutait attentivement, prenant parfois une note. Quand nous sommes arrivés à la partie sur l'entreprise d'Eleanor, un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Il s'est adossé à sa chaise, tapotant un stylo contre son bureau. Alors, si je comprends bien, a-t-il dit, une lueur dans les yeux. Il pense que c'est juste un lopin de terre familial que vous, l'humble charpentier, gardez égoïstement. C'est à peu près ça, ai-je dit. Et en réalité, a-t-il poursuivi, la terre n'est en fait pas votre propriété personnelle, mais a été légalement transférée il y a 2 ans comme un actif en capital à une société de plusieurs millions de dollars dont votre femme est la fondatrice et l'actionnaire majoritaire. Correct, a confirmé Eleanor. Miller a laissé échapper un sifflement bas. Il m'a regardé, puis Eleanor, puis de nouveau moi. Ça, a-t-il dit, le sourire s'élargissant, ça va être amusant. C'est un cas classique de ce que nous, dans la profession juridique,
appelons chercher les ennuis et les trouver. Il a expliqué que leur menace était complètement vide. La terre était un actif de l'entreprise. Je n'avais aucune autorité légale pour la vendre, même si je le voulais. Toute tentative de forcer une vente serait rejetée par le tribunal si rapidement que ça leur ferait tourner la tête. Alors, que faisons-nous, ai-je demandé. On leur écrit une lettre en retour? On leur dit d'aller se faire voir? Miller a secoué la tête. Non. Nous ne faisons rien. Nous les laissons faire le prochain pas. Ils vous ont donné une date limite. Je soupçonne que lorsque cette date limite passera, ils ne déposeront pas de plainte. Ils intensifieront les choses de manière plus personnelle. Ils se pointeront. Et quand ils le feront, je veux que vous m'appeliez. J'aimerais être là pour assister à la résolution. En quittant son bureau, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. L'effroi avait disparu. À sa place se trouvait une certitude froide et dure. La tempête arrivait. Mais pour la première fois, j'avais l'impression d'être celui qui tenait la foudre. La semaine s'est écoulée en un clin d'œil. J'ai travaillé à l'atelier avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Chaque morceau de bois que je façonnais, chaque joint que je coupais, ressemblait à un acte de défi. Eleanor était constamment au téléphone, parlant un langage codé de composés chimiques et de projections de marché. Nous étions une équipe préparant notre forteresse pour le siège inévitable. La date limite est arrivée et passée un vendredi. Rien ne s'est passé. Le week-end a été silencieux. J'ai presque osé espérer qu'ils avaient abandonné, que les menaces de mon père n'étaient que du vent. Mais le lundi matin, alors que je calibrais ma scie sur table, je les ai vus. Une procession de 3 voitures tournant dans notre longue allée de gravier. La Mercedes de mon père, la Lexus maintenant déclassée de mon frère, et une 3e voiture que je ne reconnaissais pas, probablement leur avocat. Ils étaient là. La confrontation finale était sur le point de commencer. J'ai éteint la scie, le silence qu'elle a laissé derrière elle résonnant dans mes oreilles. J'ai marché vers la maison, mon cœur battant contre mes côtes, non pas de peur, mais d'une anticipation sauvage et féroce. J'ai trouvé Eleanor près de la fenêtre, les regardant arriver. Elle tenait son téléphone. « C'est l'heure », a-t-elle dit, sa voix stable. Elle a appuyé sur un bouton de son téléphone. « Léonard », a-t-elle dit. « Ils sont là. » Ils n'ont pas frappé. Mon père a poussé la porte de l'atelier d'un coup, comme s'il était déjà propriétaire des lieux. Il est entré, suivi par ma mère en larmes, un Marcus pâle et tremblant, et un homme à l'air sévère en costume à rayures portant une mallette, que j'ai supposé être leur avocat. Sophia était manifestement absente. Clairement, elle avait décidé de se distancier de l'accident de train imminent. C'était la scène que je vous ai décrite au début. L'air crépitant de tension, l'odeur de sueur et de désespoir. Mon père, Richard, debout là avec le dossier, exigeant ma signature, exigeant que je sacrifie ma vie pour leurs erreurs. Il a fait glisser le dossier sur l'établi. On a fini de parler, Charles. Signe les papiers. Leur avocat s'est avancé, s'éclaircissant la gorge. Monsieur Blair, a-t-il commencé, s'adressant à moi avec une froideur professionnelle. Nous avons ici un contrat d'achat et de vente. Une offre très généreuse a été faite par un promoteur désireux d'acquérir cette parcelle. Les fonds seront transférés directement sur un compte séquestre pour gérer les obligations financières de votre frère. C'est une solution propre à un problème compliqué. Ce n'est pas une solution. C'est du vol, ai-je dit, sans quitter mon père des yeux. Et je vous ai déjà dit non. Le visage de mon père s'est tordu de rage. Espèce de petit imbécile égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je coupé, ma voix s'élevant. Vous voulez dire me rabaisser, me saper, me faire sentir comme un échec toute ma vie. Ce que vous avez fait, c'est me montrer exactement le genre d'homme que je ne veux jamais être. C'est alors qu'il s'en est pris à Eleanor. Eleanor, fais entendre raison à ton mari. Et c'est alors qu'elle s'est avancée, calme et composée, et a prononcé la phrase qui a tout changé pour toujours. Je pense qu'il y a eu un malentendu majeur ici, Richard. Mon père a été décontenancé par son ton, par l'utilisation de son prénom. De quoi parles-tu? Eleanor s'est approchée lentement de l'établi, posant ses mains à plat sur le bois lisse. Ce dossier, a-t-elle dit en tapotant le contrat, est complètement inutile. La prémisse de tout votre plan est erronée. Vous voyez,
vous avez commis une erreur très courante. Vous avez jugé le livre à sa couverture. Elle a regardé mon père puis Marcus. Vous nous avez regardés et vous avez vu un simple charpentier et sa femme tranquille. Vous avez supposé que nous étions pauvres, impuissants et faciles à intimider. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Vous avez tort sur toute la ligne. Elle a tourné son regard vers leur avocat. Je suis sûr que vous êtes un avocat compétent, vous devez donc comprendre les bases du droit de la propriété. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Et Charles, a-t-elle dit, me regardant avec un doux sourire avant de se retourner vers eux, ne possède pas cette terre. Plus maintenant. Un silence confus s'est abattu sur la pièce. Leur avocat a froncé les sourcils. Quelle est cette absurdité? L'acte de propriété est à son nom, provenant d'un héritage. L'acte de propriété était à son nom, l'a corrigé Eleanor en douceur. Il y a 2 ans, dans le cadre de la capitalisation initiale de mon entreprise, Charles a transféré cette propriété à Timberforge Innovation LLC en tant qu'apport en capital en échange d'une participation minoritaire. Je suis la fondatrice et l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Par conséquent, légalement, je contrôle cette terre. Et je peux vous assurer que je ne vends pas, la couleur a quitté le visage de mon père. Marcus avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La mâchoire de leur avocat s'est décrochée. Timberforge, a-t-il balbutié. La start-up en sciences des matériaux. J'ai lu des articles sur eux. Ils sont importants. Nous le sommes, a dit Eleanor avec un signe de tête. Et cela m'amène à la deuxième partie, bien plus ironique, de ce malentendu. Elle a fixé son regard sur Marcus et sa voix est devenue glaciale. Tu vois, Marcus, une pierre angulaire de ta stratégie d'investissement est de parier contre les entreprises que tu crois vouées à l'échec. Vendre à découvert l'action, je crois que ça s'appelle. Tu cherches ce que tu perçois comme une faiblesse et tu essaies de profiter de son effondrement. C'est l'acte de cynisme ultime. Marcus a commencé à transpirer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je pense que si, a dit Eleanor. Mes avocats ont fait des recherches. Ils ont été très intéressés d'apprendre que la plus grande, la plus catastrophique perte de ton portefeuille, celle qui vous a ruiné, toi et tes clients, était une énorme position courte à effet de levier contre une entreprise émergente de technologie verte que tu étais convaincu n'être que du battage médiatique. Elle a laissé le silence s'étirer un instant. Tu as misé la ferme sur l'échec de Timberforge Innovation. Mon entreprise. Tu as essayé de profiter de la destruction de l'œuvre de ma vie, et ce faisant, tu t'es détruit toi-même. L'aveu était écrit sur tout le visage cendré de mon frère. Il était, dans son arrogance et son aveuglement, devenu l'auteur de sa propre chute. Mon père a regardé Marcus, puis Eleanor, son esprit luttant pour traiter la pure justice poétique de la situation. Ma mère a juste gémi, couvrant sa bouche de sa main. Mais le dernier acte de ce drame était encore à venir. Juste à ce moment-là, une élégante voiture de ville noire s'est engagée dans l'allée, crissant doucement sur le gravier. Un homme en costume impeccablement taillé en est sorti. Il était plus âgé, avec une présence imposante. Il est entré dans l'atelier, ses yeux balayant la scène avec une légère curiosité avant de se poser sur Eleanor. « Dr. Stone » a-t-il dit, sa voix résonnant d'autorité. « Julian Croft. Un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Il a tendu la main. Eleanor l'a serré chaleureusement. « Monsieur Croft, bienvenue dans notre humble quartier général. » Humble, peut-être, mais la source du génie, a-t-il répondu avec un sourire. Il a jeté un coup d'œil à ma famille stupéfaite, puis est revenu à Eleanor. Est-ce un mauvais moment? Je suis juste si impatient de signer les derniers papiers pour notre partenariat. Un accord de 15 millions de dollars pour faire de Timberforge le fournisseur exclusif de notre nouvelle ligne d'architecture durable n'est pas quelque chose que je voulais laisser à mes assistants. 15 millions de dollars. Le chiffre flottait dans l'air, un dernier clou définitif dans le cercueil de l'arrogance de ma famille. L'expression sur leur visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement le choc. C'était l'anéantissement complet et écrasant de toute leur vision du monde. Leur notion de succès, de pouvoir, de qui détenait les cartes. Tout s'est évaporé en un instant. L'humble charpentier et sa femme de la campagne n'étaient pas au bas de l'échelle. Ils étaient l'échelle. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai finalement repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici.
Vous êtes incroyable. Aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous, juste pour que je sache que vous avez été avec moi dans ce voyage. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de mon parcours. Julian Croft, ignorant béatement le drame familial dans lequel il venait d'entrer, était tout à fait professionnel. Eleanor, un modèle de professionnalisme, l'a conduit à une table propre dans le coin, loin de l'épave émotionnelle de ma famille. Ils ont commencé à examiner les documents, leur voix un murmure bas et calme de termes contractuels et de calendrier de livraison. Pour eux, c'était un jour historique pour leurs entreprises. Pour moi, c'était la toile de fond d'une implosion silencieuse et dévastatrice. Mon père se tenait figé, son visage un masque de grisaille incrédule. Il m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai vu ni colère, ni déception, ni jugement dans ses yeux. Je n'ai rien vu. C'était le regard vide d'un homme dont les fondations avaient été réduites en poussière. Marcus a finalement craqué. Il a reculé et s'est effondré sur une chaise, enfouissant sa tête dans ses mains. Un sanglot sec et saccadé s'est échappé de ses lèvres. « C'est fini », a-t-il étouffé. « Tout est fini. » Leur avocat, l'air profondément mal à l'aise, a commencé à ranger tranquillement sa mallette. Il a fait une légère courbette d'excuses à mon père, comme pour dire « mon travail ici est terminé ». Et franchement, vous êtes fou. Il s'est éclipsé de l'atelier sans un mot de plus. Alors qu'il partait, le téléphone de Marcus a commencé à sonner, un son strident et insistant dans le silence funèbre. Il l'a cherché en tâtonnant, ses mains tremblantes. Il a regardé l'identification de l'appelant et son visage est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Il a répondu, sa voix un murmure rauque. « Bonjour, monsieur Peterson. »« Oui, je sais. J'y travaille. »« Non, je ne l'ai pas, sa voix s'est brisée. »« S'il vous plaît, donnez-moi juste plus de temps. » Il a écouté un moment, ses yeux écarquillés d'horreur. « Non, s'il vous plaît, n'appelez pas les autorités. » Il a raccroché, sa main retombant mollement à son côté. Les loups se rapprochaient. Ma mère a été la première à bouger. Elle est allée vers Marcus, posant une main tremblante sur son épaule. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux nageant dans une supplication désespérée et pathétique. « Charles » a-t-elle murmuré. « Même ainsi, même avec tout ça, il est toujours ton frère. Tu ne peux pas laisser ça lui arriver. » 7. Cette entreprise à elle doit avoir un salaire élevé. Tu pourrais encore l'aider seul. J'ai senti une vague de quelque chose de froid et de final en moi. Pas de la colère, pas même de la pitié, juste une finalité. Non, ai-je dit, ma voix coupant ces murmures désespérés. Il n'a jamais été question d'argent, maman. Il était question de respect. Et vous ne nous en avez montré aucun. Vous êtes entré chez moi non pas pour demander de l'aide, mais pour exiger un sacrifice. Vous avez vu l'œuvre de ma vie comme rien de plus qu'un distributeur de billets pour réparer ses échecs. Je me suis approché d'eux, me tenant au-dessus de mon frère brisé et de ma mère suppliante. J'ai regardé Marcus. Tu n'as pas seulement parié contre une entreprise, Marcus. Tu as parié contre moi. Tu as parié contre moi toute ta vie. Tu as finalement perdu. Je me suis tourné vers mon père, qui n'avait toujours pas bougé. Et toi, ai-je dit, ma voix tremblant sous le poids d'années de douleur inexprimée. Tu lui as appris comment faire. Tu lui as appris que ce que je fais n'a aucune valeur. Tu lui as appris que j'étais moins que lui. C'est ton échec autant que le sien. J'ai fait un pas en arrière, traçant une ligne dans la sueur sur le sol. Sortez, ai-je dit, les mots calmes mais absolus. Sortez de mon atelier. Sortez de ma vie. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera par l'intermédiaire de mon avocat, Monsieur Miller, pour discuter de la dissolution officielle de tous les liens familiaux. Mon père a finalement tressailli, comme si je l'avais frappé. Ma mère a laissé échapper un petit halètement. Marcus a juste continué à sangloter. Lentement, péniblement, ils se sont ressaisis. Ma mère a aidé Marcus à se relever, et ils ont quitté l'atelier en traînant les pieds comme des fantômes, évitant le coin où un accord de plusieurs millions de dollars était en train d'être signé. Mon père a été le dernier à partir. Il s'est arrêté à la porte, se retournant pour me regarder. Sa bouche s'est ouverte comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti.
Il a juste secoué la tête, un homme brisé, et a fermé la porte derrière lui. Le silence qui s'est abattu était profond. C'était le silence d'un champ de bataille après la fin de la guerre. Julian Croft et Eleanor ont terminé leurs affaires quelques minutes plus tard. Il m'a serré la main fermement. Vous avez une femme remarquable, Monsieur Stone, et un bel atelier. J'espère que nous verrons plus de votre travail dans nos projets. Je l'espère aussi, ai-je réussi à dire. Après son départ, Eleanor est venue se tenir à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle a juste glissé sa main dans la mienne. Nous sommes restés là pendant un long moment, regardant les grains de poussière danser dans les rayons de soleil de l'après-midi qui traversaient les fenêtres. La tempête était passée. Les débris étaient immenses, mais nous étions toujours debout. Les 6 mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'activité et une paix étrange et tranquille. L'absence du drame de ma famille était comme la cessation d'un mal de tête constant de faible intensité dont je n'avais pas réalisé la présence jusqu'à ce qu'il disparaisse. La vie était calme. Timberforge Innovation a explosé hors de son mode discret. Le partenariat avec le cabinet de Julian Croft les a mis sur la carte. Des articles ont été écrits, des prix ont été remportés. Ma brillante épouse, le docteur Eleanor Stone, était soudainement une conférencière recherchée lors de conférences sur la technologie et l'environnement. Ma propre vie a également changé de façon spectaculaire, mais d'une manière qui me semblait authentique. Mon atelier est devenu le centre officiel de recherche et développement de Timberforge. J'étais maintenant chef du prototypage artisanal, un titre dont Eleanor et moi avions ri en l'inventant. Mais c'était réel. Je n'étais plus seulement un charpentier. J'étais un artiste et un innovateur travaillant avec un matériau qui changeait une industrie. Des architectes et des designers du monde entier me commandaient maintenant des pièces maîtresses avec notre bois exclusif. Mon travail était enfin vu, valorisé et célébré. Nous étions une équipe dans tous les sens du terme. Notre promotion dans la vie était celle que nous nous étions donnée. Nous avons eu des bribes de nouvelles de ma famille par le bouche à oreille. Marcus avait déclaré faillite. Il faisait face à plusieurs poursuites de ses anciens clients et à une enquête de la SEC. Ils ont dû vendre leur manoir dans les Hantons et mes parents ont dû vendre la maison de mon enfance pour couvrir ses frais de justice et une fraction de ses dettes. Ils vivaient dans un petit condo loué quelque part. J'ai ressenti une pointe de tristesse lointaine. Pas pour eux, mais pour la famille que nous aurions pu être. Mais je n'ai ressenti aucune culpabilité. Un après-midi d'automne frais, je dessinais un nouveau modèle de chaise quand j'ai vu une petite voiture inconnue s'engager dans notre allée. Ma garde s'est immédiatement levée, mais j'ai ensuite vu qui en sortait. C'était ma sœur, Laura. Elle avait l'air nerveuse, serrant son sac à main comme un bouclier. Je suis sorti pour la rencontrer. Laura, ai-je dit, ma voix neutre. Charles, a-t-elle répondu, les yeux se remplissant de larmes. Puis-je? Pouvons-nous parler? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête et je l'ai conduite sur le porche. Nous nous sommes assis sur la balançoire que j'avais construite, celle que ma mère avait un jour qualifiée de gaspillage de bon bois. Je suis tellement désolé, a-t-elle commencé, les mots sortant en un flot précipité. J'ai été une lâche. Je savais que ce qu'il faisait était mal, mais j'avais si peur d'eux. De la colère de papa, de la déception de maman. Je suis resté là sans rien faire. Je suis tellement désolé. J'ai regardé ma petite sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai pas vu une ennemie. J'ai vu quelqu'un qui avait été piégé dans le même système toxique que moi. Seulement, elle n'avait pas encore trouvé son chemin pour en sortir. Je sais, ai-je dit doucement. Ce n'était pas facile. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a parlé des retombées, des disputes, des reproches, de la misère pure de leur nouvelle vie. Marcus et Sophia étaient au milieu d'un divorce acrimonieux. La famille était complètement brisée. Ils ne comprennent tout simplement pas, a-t-elle dit en essuyant une larme de sa joue. Ils parlent encore de toi comme si c'était toi qui les avais trahis. Maman n'arrête pas de dire après tout ce que nous lui avons donné. Ils sont complètement aveugles. Je sais, ai-je répété. Puis elle m'a regardé, son expression peinée, comme si elle hésitait à partager un dernier secret horrible. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. La raison pour laquelle papa était si désespéré, si complètement hors de lui. Ce n'était pas seulement pour protéger Marcus ou le nom de la famille. Elle a pris une respiration tremblante.
Marcus l'avait convaincu de faire un dernier gros investissement pour essayer de couvrir les pertes initiales. La dette. Papa a pris une deuxième hypothèque sur la maison et a donné à Marcus presque tout son fonds de retraite. L'argent que lui et maman avaient économisé pendant 30 ans. L'argent qui devait être leur héritage pour nous un jour. Tout était dans ce même pari sur Timberforge. Alors, quand Marcus est tombé, il a complètement entraîné papa dans sa chute. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Ce n'était pas seulement de la fierté. C'était de la pure panique animale. Mon père n'essayait pas seulement de sauver son fils préféré. Il essayait de se sauver lui-même. Son désespoir, sa rage, sa volonté de me sacrifier. Tout cela était né de la terreur de sa propre erreur colossale. Cela n'excusait pas ses actions, loin de là. Mais pour la première fois, je les comprenais. Quand Laura est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. « J'aimerais toujours être ta sœur », a-t-elle dit. « Si tu veux bien de moi. »« J'aimerais ça aussi », lui ai-je dit, et je le pensais. Ce soir-là, j'ai raconté à Eleanor ce que Laura avait dit. Elle a écouté patiemment, puis a passé ses bras autour de moi. « C'est une tragédie », a-t-elle dit doucement. « Tout ça. Mais c'est leur tragédie, Charles. Pas la nôtre. » Elle avait raison. Notre histoire ne faisait que commencer. Cela fait 1 an depuis ce jour à l'atelier. Le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres sur les champs alors qu'Eleanor et moi marchons main dans la main sur le chemin menant au vieux chêne où nous nous sommes mariés. L'air est frais et sent la terre humide et la possibilité. Timberforge prospère au-delà de nos rêves les plus fous. Mais ce n'est pas à cela que je pense dans ces moments calmes. Je pense à quel point ma vie est différente. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de la paix, de la confiance tranquille qui vient du fait de vivre une vie qui est vraiment la sienne. Mon atelier est toujours mon sanctuaire, mais ce n'est plus une forteresse dans laquelle je me cache. C'est un lieu de création, de joie. Ma relation avec Laura se reconstruit lentement, une conversation honnête à la fois. Quant au reste de ma famille, il n'y a que le silence. Je ne sais pas si je leur reparlerai un jour. Peut-être un jour, s'ils comprennent vraiment le mal qu'ils ont causé. Mais je n'attends plus ce jour. J'ai arrêté de chercher leur approbation parce que j'ai finalement trouvé la mienne. Je regarde Eleanor, son visage baigné dans la lumière dorée du soleil couchant, et mon cœur est plein à craquer. Nous avons affronté la tempête, et nous n'avons pas seulement survécu. Nous sommes devenus plus forts. Nous avons construit une vie aussi solide et aussi vraie que le bois que j'aime travailler. Merci, lui dis-je, la voix épaisse d'émotion, de croire en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Elle s'arrête et se tourne pour me faire face, ses yeux souriants. Je ne croyais pas en toi, Charles, dit-elle doucement. Je te connaissais. Il y a une différence. Et à ce moment-là, je comprends. La vraie valeur n'est pas quelque chose qui vous est donné par les autres. Elle ne se mesure pas en dollars, en titre de poste ou en approbation de vos parents. C'est quelque chose que vous construisez en vous-même, joint par joint, jour après jour. C'est savoir qui vous êtes et avoir quelqu'un à vos côtés qui vous voit vraiment, et vous aime pour ça. Ma famille pensait que je construisais des nichoirs, mais depuis le début, avec Eleanor à mes côtés, nous construisions un empire. Un vrai. Un empire d'intégrité, d'amour et de paix. Et c'est une fortune qu'aucun marché ne peut faire s'effondrer. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour vous défendre contre les personnes qui étaient censées vous soutenir le plus? Je serais honoré si vous partagiez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Votre soutien compte vraiment.